Voici des informations de dernière minute tombées au cours des 24 dernières heures. Alors que Trump présente ses dernières exigences à l'Iran, le secrétaire à la Défense Hegseth avertit « accepter un excellent accord ou affronter le ministère de la guerre ». Et pendant que tout le monde regarde l'Iran, le Premier ministre Netanyahou lâche une bombe. Israël est en passe d'étendre son contrôle sur Gaza à 70%. Est-ce des histoires distinctes ou font-elles partie d'une stratégie plus large en cours? La réponse pourrait tout changer. Bienvenue dans Jérusalem Minute, ici sur JNS TV. Allons droit au but. Le président Trump a exposé ses prochaines étapes concernant l'Iran lors d'une interview ce week-end avec Fox News. Allons droit au but. Alors, à quoi ressemble un bon accord pour vous? Eh bien, tout d'abord, il n'y a aucun accord qui soit assez bon parce que les médias en parleront. Et nous concluons un excellent accord. Nous allons conclure un excellent accord. Sinon, nous reviendrons simplement et nous réglerons cela militairement. Mais cela irait plus vite. C'est probablement mieux d'un point de vue humain. Il y a aussi quelque chose de bien là-dedans. Vous savez, ça sauve beaucoup de vies. Que ce soit l'autre camp ou non, vous sauvez de nombreuses vies. Mais nous sommes proches d'un très bon accord. Et si nous pouvons en faire un bon accord, sinon nous recommençons simplement avec le ministère de la guerre, comme nous l'appelons. Je préférerais conclure un accord parce que nous pouvons ouvrir le détroit immédiatement après la signature. La seule garantie que je dois avoir, c'est qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires. Ils ont accepté cela. C'était très intéressant. Ils ont dit d'abord, nous ne développerons pas d'armes nucléaires. J'ai répondu, et si vous en achetez une? Il est désormais écrit, nous ne développerons ni n'achèterons d'armes militaires. C'est une grande différence. En même temps, le secrétaire à la guerre des États-Unis, Pete Hegseth, dit que cela doit être un excellent accord avec l'Iran. Regardons cet extrait. Tout accord que le président est prêt à conclure, il ne le fera que s'il estime que c'est un excellent accord pour notre pays et pour la sécurité du monde. Et il n'y a qu'un seul président qui a été prêt à tout mettre en jeu. L'Iran a un choix. Rencontrer le président à la table des négociations, abandonner leur programme nucléaire. Comme l'a dit le président, j'ai perdu sur la question du temps lors de la réunion du cabinet il y a 2 jours, assis à côté de lui. Il regarde la caméra et dit, eh bien, l'Iran, soit vous concluez un accord à la table des négociations, soit vous devrez traiter avec mon gars à ma gauche. C'était moi en l'occurrence, mais ce n'est pas vraiment moi. C'est vous les gars. Voilà, Alex, l'Iran a le choix. Soit signer un accord que le président veut voir comme un excellent accord, soit en subir les conséquences. Eh bien, le président parle d'un accord comme étant un excellent accord uniquement pour donner l'impression qu'il a obtenu un bon accord. Les Iraniens, eux, considèrent que la première option, c'est d'être sous la menace et la deuxième option, c'est d'être à la table des négociations. Ils veulent la deuxième option parce qu'ils ont une chance à la table des négociations. Le président, vous parlez d'un accord. Le premier objectif de tout accord, c'est simplement de rouvrir le détroit d'Ormuz. Et c'est une priorité pour les alliés de l'Amérique dans la région, y compris le Qatar, y compris les Émirats arabes unis. Ils veulent voir ces détroits ouverts. Rappelez-vous, les détroits n'étaient pas fermés avant cette opération militaire. Et qu'est-ce que cela signifie, ouvert? Cela signifie un passage libre. C'est une voie navigable internationale. Et vous ne pouvez pas laisser les Iraniens bloquer les détroits. Vous ne pouvez pas non plus laisser les Iraniens imposer un péage aux bateaux qui traversent les détroits. Donc, c'est la priorité numéro 1 de Trump de voir les Iraniens lever le blocus. Et ensuite, l'Amérique, ce qu'elle ferait, c'est lever son propre blocus, son blocus secondaire du détroit d'Ormuz. Et nous avons déjà commencé à voir des rapports indiquant que certains navires ont traversé le détroit. On pense que des navires traversaient déjà le détroit près de la côte d'Oman, mais pour vraiment voir cette voie navigable complètement ouverte, nous avons constaté que certains de ces navires étaient même escortés par la marine américaine. En ce qui concerne, par exemple, à quoi ressemble un accord plus large, il parle toujours de signer un accord qui ouvrirait une période de 60 jours menant à un véritable accord nucléaire, ce qui signifie que les Iraniens peuvent rouvrir le détroit, donner à Trump ce qu'il veut immédiatement. Il veut satisfaire ses alliés. Il veut commencer à voir les prix du pétrole baisser dans le monde entier ainsi qu'aux États-Unis, où les prix élevés du pétrole créent une autre forme d'inflation pour les citoyens américains et dans le monde entier. Est-ce que cela signifie que l'Iran va signer un accord ou que l'Iran va accepter d'abandonner ses ambitions nucléaires
ou même que s'il accepte, il va respecter cet accord. La plupart des gens pensent que les chances que cela arrive sont faibles. Donc, en ce moment, Donald Trump est dans une situation un peu difficile. Vous savez, obtenir un accord parce qu'il faut rouvrir le détroit rapidement ou alors retourner à une opération militaire, ce qu'il ne veut vraiment pas faire. Ça, c'est clair. Je veux dire, on voit bien que si les États-Unis avaient voulu lancer une seconde opération militaire, ils auraient déjà pu le faire. Donc, on voit bien que le président retarde parce qu'il veut vraiment essayer d'éviter ça. Mais tant qu'un accord n'est pas signé et tant qu'il n'est pas seulement confirmé, mais aussi respecté, il n'y a pas d'accord. Et il se peut que le président veuille simplement voir une certaine stabilité en ce moment. Ensuite, on se retrouve dans une situation où l'on s'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis. À mesure que l'on se rapproche des élections de mi-mandat, il est beaucoup moins probable que les États-Unis s'engagent dans une opération militaire secondaire là-bas. Peut-être après les élections de mi-mandat, quand vous savez, Trump n'aura plus besoin de la bonne volonté des électeurs pour faire élire les membres du Congrès qu'il souhaite. Vous savez, alors il se pourrait que le président revienne sur sa décision lorsqu'il n'aura plus ses préoccupations intérieures, ses préoccupations nationales. Mais bien sûr, chaque jour qui passe sans opération militaire rend probablement d'autant moins probable un retour à l'usage de la force. Alors Alex, revenons aux exigences des États-Unis. Vous avez mentionné l'ouverture du détroit d'Ormuz sans aucun péage pour les navires qui y transitent. De plus, cela fait maintenant des mois que le président affirme que l'Iran doit accepter de ne jamais posséder d'armes ou de bombes nucléaires. Peuvent-ils être dignes de confiance? Vous avez posé cette question il y a un instant. De plus, le président affirme que les États-Unis, peut-être avec la Chine, pourraient retirer la poussière nucléaire, la matière enrichie, qui serait maintenant enfouie profondément sous terre en Iran à la suite de la campagne de bombardement menée par Israël et les États-Unis. Je veux dire, on parle d'uranium hautement enrichi. Il pourrait y avoir assez d'uranium là-bas pour 10 bombes nucléaires. Et quand on parle d'uranium hautement enrichi, ce qu'il faut savoir avec l'uranium, c'est que le début du processus d'enrichissement prend le plus de temps. Plus il est enrichi, plus il devient facile de l'enrichir encore, car il faut de moins en moins de centrifugation pour atteindre le niveau requis pour une arme nucléaire. Donc, s'il y a une volonté chez les Iraniens de pousser jusqu'au bout l'uranium enrichi à 60%, et on pense qu'il pourrait avoir de l'uranium hautement enrichi qui dépasse même les 60%, cela pourrait même être, vous savez, proche de 90% d'uranium enrichi, vous savez. Passer de là à une bombe nucléaire peut prendre très peu de temps. Donc, pour le président, il est toujours très important d'y aller et de l'obtenir. Et il y a deux façons de l'obtenir. Encore une fois, si on vous le livre, on vous laisse entrer par la porte d'entrée et le récupérer, ou devez-vous organiser une opération pour le récupérer? Combien de temps cela prend-il? Vous savez, nous ne comprenons pas forcément à quelle profondeur cet uranium enrichi est enfoui sous certains des sites. Donc, ce que nous savons, c'est que les États-Unis et Israël ont intentionnellement choisi de ne pas cibler les sites où l'uranium hautement enrichi est enfoui, parce qu'ils ne voulaient peut-être pas provoquer une sorte de catastrophe environnementale là-bas, où ils voulaient s'assurer de pouvoir le récupérer dans son intégralité. Donc, c'est certain, voilà ce que Donald Trump doit pouvoir dire. A. Nous avons gardé le détroit d'Ormuz ouvert. B. Cela. L'Iran s'est engagé à ne jamais développer ou, comme vous l'avez vu dans l'extrait, acquérir une arme nucléaire. Et surtout, ne pas avoir la matière dont ils auraient besoin s'ils décidaient de rompre leur engagement et de se précipiter pour développer une arme nucléaire. Vous savez, nous n'entendons encore rien dans ces discussions au sujet du financement des groupes terroristes supplétifs dans la région. Et ce que nous entendons, c'est que les États-Unis pourraient accorder un allègement de sanctions incroyable à l'Iran dans le but de reconstruire et de réparer certains des dégâts qui ont été causés par l'armée de l'air américaine et israélienne dans le cadre de l'opération militaire. Ensuite, la question est, que vont-ils faire de cet argent? Pensez au président Trump évoquant le JCPOA, l'accord nucléaire iranien. Et vous savez, le président était choqué par la somme d'argent que le président Obama avait remise. Vous savez, plus d'1 milliard de dollars en liquide aux Iraniens. Et ici, vous parlez d'un allègement de sanctions qui pourrait, selon les informations rapportées, atteindre jusqu'à 300 milliards de dollars. C'est une somme d'argent incroyable.
Cela ne signifie pas que les États-Unis donneront cet argent directement. Les Iraniens pourraient l'obtenir autrement par les Qataris, des prêts ou d'autres moyens. Cela continue néanmoins d'injecter des capitaux dans ce régime. Ils utilisent ces capitaux pour financer un programme nucléaire illicite et des groupes terroristes qui lui servent de relais dans la région, leur historique n'étant pas bon. Oui, Alex, malgré le cessez-le-feu, les deux camps poursuivent les attaques. Nous en avons déjà discuté concernant le Liban et nous y reviendrons bientôt. Mais ces derniers jours, l'Iran a lancé des drones contre des navires américains et les États-Unis ont riposté dans le sud de l'Iran jeudi dernier. Après que l'Iran a lancé des drones traversant le détroit d'Ormuz, entraînant des représailles de Téhéran contre une base américaine, ces affrontements sont les plus graves depuis le cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu, mais les deux camps tirent toujours. C'est aussi une façon de prolonger les négociations, non? Et si vous ne faites que parler et qu'aucun camp n'a une véritable menace crédible d'une action militaire, alors, vous savez, chaque camp perd un peu de son pouvoir de négociation. Donc, vous savez, l'idée que l'Iran commence à tirer sur certains navires, en réalité, il teste les États-Unis et cherche à voir exactement quelle pourrait être la réponse. Et les États-Unis ont riposté de manière forte mais limitée, puis ont utilisé cette menace d'une force militaire majeure comme moyen de ramener les Iraniens à la table des négociations. Donc vous voyez, ici, oui, d'un côté, il y a un cessez-le-feu. D'un autre côté, il n'y a pas encore de véritable accord signé qui formalise ce cessez-le-feu ou qui permette aux États-Unis d'obtenir ce qu'ils exigent. Et donc, il y a ce jeu de riposte, chaque camp testant la volonté de l'autre et utilisant la force comme levier pour aller vers une négociation. Alex, tu as évoqué plutôt un possible allègement des sanctions, mais ici, tu as... Mercredi, l'administration Trump a imposé des sanctions à la nouvelle autorité du détroit du Golfe Persique, créée par l'Iran, l'accusant d'aider le corps des gardiens de la révolution islamique à racketter les navires commerciaux qui traversent le détroit d'Ormuz. C'est quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler, l'autorité du détroit du Golfe Persique. C'est une nouvelle création iranienne qui vient juste d'apparaître. Eh bien, je veux dire, à New York, vous avez l'autorité portuaire. Et que fait l'autorité portuaire? Elle gère les postes de péage à l'entrée des ponts et des tunnels. Et c'est ce que les États-Unis ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas qu'il y ait une taxe de péage pour les navires qui passent. Encore une fois, ce n'est pas comme un canal, comme le canal de Suez en Égypte ou le canal de Panama, où un pays a essentiellement créé une voie navigable dans le but de faciliter la navigation commerciale. C'est une voie navigable internationale et naturelle, jamais soumise à un péage. Et la dernière chose que le président des États-Unis veut voir, c'est que les Iraniens commencent à instaurer un péage. En fait, nous avons vu Oman dire « Eh bien, attendez une seconde, nous contrôlons le détroit d'Ormuz ». Donc, vous savez, nous devrions aussi y instaurer un péage. Et puis, vous avez eu le secrétaire au Trésor qui a lancé une menace disant qu'il sanctionnerait Oman s'il commençait à instaurer un péage sur le détroit d'Ormuz. Et ensuite, vous pourriez en fait voir d'autres pays dans le monde dire « Attendez une seconde, nous avons aussi des détroits ici ». Vous savez, il y a beaucoup d'endroits où il existe des voies navigables très étroites qui sont des passages importants pour le commerce, en particulier pour la livraison de pétrole ou d'autres marchandises commerciales. Et vous ne voulez pas que ces pays disent « Eh bien, nous allons aussi mettre un péage sur notre voie navigable ». Il est donc très, très important ici que l'administration Trump impose des sanctions contre toute opération qui chercherait à établir des péages dans le détroit d'Ormuz. Vous et moi savons que le président Trump publie constamment sur Truth Social, envoyant des messages presque toutes les 2 minutes. Et en ce qui concerne l'Iran, j'ai trouvé cela très intéressant. Le président a déclaré qu'à la suite de la possible fin de la guerre, il aimerait voir des pays, y compris l'Arabie saoudite, le Qatar et d'autres, rejoindre les accords d'Abraham, l'accord de normalisation entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Et il a même dit qu'il aimerait voir la République islamique d'Iran faire partie des accords d'Abraham. Et il a dit « Waouh !» Donc, je veux dire, c'est assez incroyable. Je dirais peut-être que, vous savez, lorsque le régime s'effondrera, si Dieu le veut bientôt, l'Iran sera à terme prêt à rejoindre un accord de normalisation avec Israël, peut-être même très rapidement, mais tant que le régime est toujours en place, est-ce que c'est réaliste? Eh bien, je ne pense pas. Oui, comme vous l'avez dit, si le régime tombait et que, par exemple, le prince héritier Reza Pahlavi arrivait au pouvoir, pourrait-il normaliser les relations avec Israël? Je pense qu'il serait tout à fait enclin à envisager de normaliser
les relations avec Israël. Je pense que la vraie question n'est pas si l'Iran le fera, mais si d'autres pays le feront. Et certainement, le pays que l'on pensait être le plus proche de la normalisation était l'Arabie saoudite. Maintenant, tout le concept des accords d'Abraham était déjà en discussion sous l'administration Trump dès 2018-2019. Et il a fallu beaucoup de temps à Israël et aux États-Unis pour en arriver au point où ils pouvaient parvenir à un accord. Cela était en partie dû au fait qu'il a fallu du temps à l'administration Trump pour réaliser qu'il y avait un prix à payer ici, qui est de normaliser les relations entre Israël et d'autres pays arabes sans d'abord résoudre le conflit israélo-palestinien. Mais ensuite, après cela, il y a eu cette période de 5 élections consécutives en Israël. Et cela a créé une incertitude qui a poussé les Saoudiens et d'autres à hésiter avant de s'engager dans les accords d'Abraham. Donc, il n'y a pas vraiment eu de signature des accords d'Abraham avant 2020, lorsque les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan ont rejoint ces 4 premiers accords de normalisation des accords d'Abraham. À ce moment-là, il y avait une situation où les Émirats et l'Arabie saoudite étaient beaucoup plus alignés. Et ce que nous avons vu maintenant, en particulier au cours de l'année écoulée, c'est qu'il y a eu une certaine prise de distance entre les Émiratis et les Saoudiens. Beaucoup de cela est lié au soutien saoudien aux frères musulmans, en particulier aux factions des frères musulmans au Yémen, alors que les Émiratis ne veulent rien avoir à faire avec les frères musulmans. Il y a donc eu une sorte de divergence d'opinion dans les stratégies de politique étrangère des Émirats et des Saoudiens. Et cela complique la conclusion d'un accord pour les Saoudiens. Actuellement, le président des États-Unis dispose d'un levier considérable sur les Saoudiens, les Qataris et d'autres. D'une part, ils ont besoin de lui pour instaurer une certaine stabilité dans le Golfe Persique. En même temps, les Saoudiens en particulier cherchent à conclure d'énormes accords de défense avec les États-Unis et ils pourraient ne pas être en mesure d'obtenir ces accords sous un autre président. Nous avons certainement vu comment l'administration Biden a traité les Saoudiens lors de l'affaire Khashoggi. Et donc, ils ne considéraient pas vraiment les Saoudiens comme un allié sous l'administration Biden. Et il se pourrait qu'un autre président succède à Trump, qui adopterait une vision plus isolationniste envers le Moyen-Orient et ne voudrait pas s'engager dans ce genre d'accord de défense. Les Saoudiens cherchent à obtenir ce qu'ils veulent des États-Unis, donnant ainsi au président un fort pouvoir de négociation. Et il veut voir cet accord de normalisation se concrétiser pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est comme un couronnement diplomatique. Vous savez, nous avons tous vu que le président Trump a souvent parlé de vouloir obtenir un prix Nobel de la paix. Et bien sûr, déclencher une guerre avec l'Iran ne favorise certainement pas votre candidature à un prix Nobel auprès de la communauté internationale. Pourtant, signer un certain type d'accord qui mettrait essentiellement fin au grand conflit arabo-israélien, cela pourrait valoir un prix Nobel. Donc, d'un côté, c'est en quelque sorte personnel. Il y a une aspiration personnelle ici. L'autre aspect concerne la création d'une route commerciale alternative à l'initiative chinoise de la ceinture et la route, le corridor IMEC, qui dépend vraiment de la capacité des marchandises à circuler depuis l'Inde jusqu'au Golfe Persique, en passant par l'Arabie saoudite, la Jordanie, Israël, puis par le port de Haïfa en Israël, afin d'envoyer des marchandises vers l'Europe et l'Occident. Donc, cela dépend vraiment d'une sorte de normalisation si vous voulez que les marchandises circulent à travers ces pays. Est-ce que cela pourrait arriver? Oui, cela pourrait arriver. Probablement que ces pays attendent de voir ce qui va se passer lors des prochaines élections israéliennes parce qu'ils veulent savoir avec qui ils vont s'associer. Avec qui signons-nous un accord? Allons-nous signer un accord avec Netanyahou qui sera désormais en fonction avec le président Trump pour les 2 ans et demi à venir, voire plus? Un autre gouvernement israélien sera-t-il en place? Est-ce que ce sera un gouvernement qui va essayer d'annuler certains des progrès réalisés par les gouvernements Netanyahou au fil des années en matière de diplomatie au Moyen-Orient? Donc, il y a beaucoup de choses en mouvement en ce moment. Et ces accords sont-ils sur la table? Je pense que c'est possible, mais il faut voir comment certains de ces éléments vont s'imbriquer. À suivre. Et Alex, je voudrais maintenant passer à la situation au Liban.
Des rapports indiquent que les FDI avancent plus au nord, peut-être même au-delà du fleuve Litanie. Des images ce matin montrent que les FDI ont capturé le château de Beaufort, qui est vraiment un symbole de l'incursion d'Israël au Liban au début des années 80. En même temps, des frappes à Beyrouth pour la première fois depuis plusieurs semaines, un assassinat ciblé, Ali al-Husseini, le commandant de la force des missiles dans la division Imam Hussein, qui est une branche des gardiens de la révolution islamique. En même temps, malheureusement, il semble qu'il y ait presque tous les 2 jours un soldat israélien tué par l'un de ces drones suicides tirés par le Hezbollah. Donc, les troupes avancent plus loin qu'elles ne l'ont fait depuis très longtemps. Les assassinats ciblés continuent. Malheureusement, des soldats de Tsahal paient le prix ultime pour nous protéger contre ces drones suicides. Beaucoup de choses se passent actuellement au Liban. D'accord. Et lorsque nous parlions de l'Iran et de la possibilité de signer un accord négocié là-bas, l'une des exigences iraniennes est qu'ils veulent voir un cessez-le-feu, pas seulement entre les États-Unis et l'Iran. Ils veulent y voir un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au Liban. Maintenant, que signifie un cessez-le-feu? Vous savez, nous avons parlé de cela, comment Israël a réussi à changer la définition de cessez-le-feu, n'est-ce pas? Alors souvenez-vous, nous parlions du château de Beaufort, n'est-ce pas? C'est un point, un endroit qu'Israël avait contrôlé lors des guerres précédentes. Et nous savons qu'Israël a eu une guerre avec le Liban en 2006. Peut-être que pendant cette guerre, ils avaient réduit le Hezbollah, disons, à 20 ou 30 de ce qu'était leur capacité avant cette guerre en 2006, ce qui, d'un côté, semble être un bon accomplissement. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on obtient un accord de cessez-le-feu. Vous obtenez la résolution 1701 de l'ONU, qui fait venir des casques bleus américains, plutôt des casques bleus de l'ONU, dans la finule afin de gouverner ou, en gros, d'empêcher la reconstruction du Hezbollah dans le sud du Liban. Et qu'est-ce que le Hezbollah a fait? Ils se sont reconstruits juste sous les yeux de la finule. Donc, au lieu qu'ils soient réduits, disons à 20 de leur capacité, non seulement ils ont récupéré ces 20 pour revenir à leur niveau d'avant la guerre de 2006, mais sous la finule et la résolution 1701 de l'ONU, ils ont continué à renforcer leur posture militaire, atteignant une force 100 à 1000 fois plus élevée. C'est ce type de cessez-le-feu que souhaitent le Hezbollah et l'Iran. Ils veulent voir un cessez-le-feu où les casques bleus de l'ONU interviennent, où Israël est empêché de tirer et où ils peuvent se consolider et se reconstruire pour atteindre une position encore plus forte qu'avant le 7 octobre lors de cette dernière guerre. Maintenant, l'accord de cessez-le-feu qu'Israël a initialement signé avec le Hezbollah pendant cette guerre en novembre 2024, vous savez, le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, a présenté le plan au cabinet israélien. Le cabinet a déclaré ne pas vouloir d'accord de cessez-le-feu car il pense à la version de 2006 de cet accord. Et ce que Dermer et le premier ministre Netanyahou présentaient, c'est un nouveau type d'accord de cessez-le-feu où Israël se réserve le droit de continuer à frapper au Liban. On a donc redéfini et inversé complètement le concept de cessez-le-feu. Au lieu de considérer le cessez-le-feu comme quelque chose qui empêche Israël de frapper pendant que les terroristes se reconstruisent, maintenant, c'est si les terroristes font le moindre geste pour se réorganiser ou se reconstruire qu'Israël frappe. Et vous appelez ça un cessez-le-feu. Ici, c'est certain que ce que veut le Hezbollah, c'est un accord parce qu'ils sont dans une logique de survie. Maintenant, Israël a un problème parce qu'ils ne peuvent pas vraiment éliminer complètement le Hezbollah, car pour cela, il faudrait mener une opération militaire sur l'ensemble du Liban. Maintenant, combien de soldats cela nécessiterait-il? Il faudrait maintenant remobiliser des centaines de milliers de soldats pour entrer au Liban. Combien de temps allez-vous rester au Liban? Donc, ce qu'Israël a compris, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils doivent faire, c'est juste, et c'est là que la doctrine militaire a changé. C'est-à-dire que vous n'autorisez pas une organisation comme le Hezbollah à constituer un dispositif militaire à votre frontière. Et c'est pourquoi Israël a dégagé toutes ses terres jusqu'au Litanie. Mais ce que vous entendez du premier ministre Netanyahou, c'est qu'ils avancent maintenant même au-delà du fleuve Litanie, que chaque fois qu'ils voient un mouvement du Hezbollah ou une tentative de se réorganiser, Israël avance un peu plus loin encore et encore pour que le Hezbollah et d'autres organisations terroristes comprennent que chaque fois qu'ils s'approchent d'Israël, ils perdent en réalité de plus en plus de souveraineté sur leur propre territoire.
Mais comme nous l'avons dit, il y a beaucoup d'allers-retours en ce moment. Vous parlez de ces drones. Nous avons commencé à voir ces dernières semaines et ces derniers mois que le Hezbollah utilise de plus en plus ces drones à fibre optique qui ont été une caractéristique de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ils sont très, très difficiles à détecter parce qu'ils n'utilisent pas de fréquence radio. Donc, on ne peut pas détecter quand ils ont été lancés. On ne peut pas vraiment les suivre avec le radar. Donc, je ne sais pas. Israël essaie de trouver et de développer des méthodes pour faire face à ces drones plus difficiles à détecter. Je crois qu'ils sont en train de trouver des solutions. Je ne sais pas s'ils créent des drones avec des ciseaux capables de couper le câble fibre optique. Ils évoquaient des filets pour les attraper. Écoutez, la Startup Nation, je suis sûr que nous trouverons une solution contre ces drones. Malheureusement, il y a constamment des bombardements, des roquettes et des drones à la frontière nord. Les écoles sont actuellement fermées. Cela perturbe vraiment la vie de ceux qui vivent le long de la frontière là-bas. Mais je pense qu'à terme, nous trouverons quelque chose pour gérer ces drones. J'espère juste que ces soldats sont en sécurité et ne perdent pas ce prix, mais ces derniers jours ont été difficiles. Eh bien, il y a certainement la possibilité qu'Israël et le Hezbollah parviennent, via le Liban, à un accord négocié pour instaurer le calme. Et puis encore, c'est une sorte de test entre le Hezbollah et Israël. Vous savez, ils jouent toujours à ce jeu de représailles qui peut constamment dégénérer en quelque chose de bien plus grave. Mais à ce stade, il faut croire que le Hezbollah comprend que s'il veut survivre et réparer les dégâts, il a probablement besoin d'une longue période de calme. Donc, le problème ici, c'est qu'ils n'obtiendront pas le même genre de calme qu'en 2006. C'est ça. Israël ne leur offrira pas le calme qu'ils veulent pour se reconstruire. S'ils ne l'obtiennent pas, ils ne vous accorderont pas non plus de calme. Et on pourrait voir cette situation d'escarmouche où, vous savez, un drone qui arrive, tue un soldat, frappe une école dans le nord, et ensuite Israël réplique sans une attaque à grande échelle, alors que le Hezbollah tire des roquettes à plus longue portée sur Haïfa ou sur Tel Aviv, ou vise les infrastructures israéliennes de gaz naturel et d'électricité. Parce que si cela arrive, alors vous savez qu'Israël va procéder à une mobilisation massive et commencer à avancer jusqu'au nord, jusqu'à Beyrouth. Donc vous voyez, c'est du coup pour coup. Chaque camp teste l'autre. Il est tout à fait possible que l'on se retrouve avec une situation d'escarmouche à long terme, ni vraiment calme, ni vraiment une guerre totale pendant une période prolongée. Mais même avec tout cela, Israël et le Liban étaient vendredi en pourparlers au Pentagone, lançant officiellement ce qu'ils appellent le volet sécuritaire pour soutenir les négociations de cessez-le-feu en cours entre les deux pays, selon un compte-rendu américain des discussions. Donc, même avec Israël et le Hezbollah pleinement engagés, cessez-le-feu ou pas de cessez-le-feu dans le Nord, des discussions ont lieu en ce moment à Washington pour un accord complet entre Israël et le Liban. Comme nous l'avons souvent dit, le Hezbollah n'est pas inclus dans ces discussions. Exactement. Que veux-tu vraiment dire? Tu parles d'Israël et du gouvernement libanais. Oui. Le gouvernement libanais qui, encore une fois, est en grande partie contrôlé par des chrétiens. Il y a trois principales factions, même s'il y a de nombreuses factions au Liban, mais trois factions prédominantes qui sont les chrétiens maronites. Et puis, il y a une faction sunnite qui déteste le Hezbollah. Et ensuite, il y a le Hezbollah qui est cette faction chiite. Donc, la plupart des chiites au Liban soutiennent le Hezbollah. Les deux autres factions, vous savez, sont opposées au Hezbollah. Mais le problème, c'est que le Hezbollah, comme c'est le cas avec les gardiens de la révolution en Iran, comme c'est le cas avec le Hamas à Gaza, c'est le Hezbollah qui a les armes. Donc, ils sont capables de dominer sur le terrain au sein de la société. Donc, vous voyez, parce que le Hezbollah a été considérablement affaibli, cela a créé une opportunité où le Liban peut réellement commencer à engager une forme de négociation avec Israël. Et il y a probablement une bonne volonté de ce côté-là. Les deux parties considèrent le Hezbollah comme un ennemi, mais tant que le Hezbollah est là, elles ne veulent pas voir d'accord de normalisation entre Israël et le Liban. Ils pourraient donc utiliser ces discussions comme un prétexte, une raison pour laquelle ils doivent poursuivre la guerre contre Israël afin d'attirer davantage les FDI.
Et ce qu'ils espèrent alors, c'est que ces autres factions au Liban se retournent en fait contre Israël et les FDI à cause de leurs attaques continues à l'intérieur du Liban. Donc, une situation vraiment très, très complexe qui est gérée au plus haut niveau à Washington. Nous savons que Yechiel Leider, l'ambassadeur israélien aux États-Unis, est celui qui dirige les négociations du côté israélien. Mais vous pouvez être sûr que le premier ministre Netanyahou gère, vous savez, tout cela. L'Iran, le président, le Liban, le Hezbollah, Gaza, la diplomatie mondiale, tout cela en même temps. Oui, passons à Gaza maintenant si nous le pouvons. Israël a éliminé cette semaine Mohamed Odeh. Il était le nouveau chef militaire du Hamas. Tout nouveau chef militaire qui prend la relève, Israël l'élimine. Cela a toujours été la politique, vous savez, même avec le cessez-le-feu avec le Hamas à Gaza, Israël a également éliminé un autre auteur du massacre du 7 octobre, le commandant adjoint de la brigade de Gaza du Hamas, Hassan Hussein Aslam. Donc ces frappes ciblées continuent. En même temps, le Premier ministre Netanyahou dit qu'Israël va passer de 60% à 70% de contrôle de Gaza dans le cadre de la campagne en cours contre le Hamas. Nous avons cet extrait. Nous sommes maintenant à 60% du territoire, nous étions à 50, nous sommes passés à 60, mais nous continuerons à augmenter. Nous continuerons à... Voilà donc l'extrait. Et pour revenir sur ce que disaient les gens dans la foule, ils disaient au Premier ministre « Non, pas 70%, allons jusqu'à 100% de contrôle à Gaza ». Le Premier ministre disait « Non, attendons une minute. Passons de 60 à 70 et ensuite nous verrons ce qui se passe ». Oui, le Premier ministre disait simplement qu'il fallait procéder par étapes. Si vous vous souvenez, lorsqu'Israël a signé le cessez-le-feu avec Gaza, selon le plan Trump en 20 points, Israël contrôlait 53% de Gaza, ce qui signifie en gros une ligne au milieu de la bande de Gaza, mais avec quelques avancées aux frontières sud et nord, afin de créer une zone tampon entre Gaza et chaque zone d'Israël limitrophe de Gaza, ainsi qu'une zone tampon importante entre Gaza et l'Égypte, afin que l'Égypte ne puisse pas être utilisée comme route de contrebande vers la bande de Gaza. Et ce que nous voyons déjà maintenant, c'est qu'à mesure que Tsahal continue d'opérer à Gaza, comme le Hamas ne renonce pas au contrôle de la bande comme il est censé le faire, selon le plan en 20 points, ce plan en 20 points prévoit le désarmement du Hamas. Et il cherche vraiment à ce qu'une autre force prenne le contrôle à Gaza, à la démilitarisation, au désarmement et à ce qu'une autre force politique soit au pouvoir. Tant que le Hamas est toujours au pouvoir, ce que vous voyez, c'est que les FDI avancent au-delà de cette ligne jaune et la redessinent en temps réel. Et donc, vous voyez qu'Israël contrôle déjà plus de 60% de la bande de Gaza au lieu de 53% comme c'était le cas au début. Et vous entendez le Premier ministre dire que ces 60% vont bientôt devenir 70%. Et oui, vous avez entendu les appels parmi la foule disant « Allez, prenez 100%. » Et le Premier ministre dit « Peut-être, mais nous allons faire les choses étape par étape, une chose à la fois. Passons d'abord de 60 à 70%. » Je vote pour à 100% car c'est ainsi qu'on en est arrivé là. Quand nous avons quitté Gush Katif, les communautés juives de Gaza en 2005, cela a mené directement, des années plus tard, au massacre du 7 octobre, selon moi. Donc un jour, j'espère et je prie pour que nous allions réinstaller des communautés juives à Gaza. Eh bien, il faut comprendre qu'Israël ne contrôlait pas 100% de la bande de Gaza lorsqu'il y avait les colonies à Gaza. Il existait une zone du plan des 5 doigts avec quelques colonies juives au nord, au centre et au sud afin de créer une présence pour les FDI à des points stratégiques à l'intérieur de Gaza, n'est-ce pas? Donc, il n'y avait pas seulement une occupation militaire pure, l'armée était là pour protéger les résidents. Mais ce que cela a fait, c'est que vous aviez une situation où Gaza était essentiellement comme la zone A en Judée et Samarie. Et la zone A est une zone qui est censée être sous le contrôle civil et militaire de l'autorité palestinienne. Mais nous savons que Tsahal entre fréquemment dans la zone A. Vous savez, c'est la politique de tondre la pelouse. On peut tondre la pelouse quand Tsahal est là. Et puis vous voyez que, vous savez, les mauvaises herbes repoussent quand l'activité terroriste refait surface. Vous intervenez et vous nettoyez dès que vous le remarquez.
Vous n'attendez pas qu'un autre 7 octobre se produise ou que, tout à coup, le Hamas commence à tirer 50 roquettes sur votre ville pour intervenir. À ce moment-là, il est déjà trop tard. Vous devez être présent, utiliser le renseignement et éliminer les terroristes dès qu'ils apparaissent. Mais cela ne signifiait pas qu'Israël contrôlait l'ensemble de Gaza. En réalité, ils contrôlaient une toute petite partie du territoire de Gaza, mais ils étaient présents. C'est ça. Et donc maintenant, il y a des appels à se réinstaller à Gaza parce que ce que fait la réinstallation à Gaza, c'est qu'elle légitime une présence permanente de Tsahal là-bas. Le premier ministre explique qu'on ne veut pas 100% pour l'instant car les Gazaouis sont encore présents. D'accord. Maintenant, si on arrive à une situation où l'on commence à voir l'émigration volontaire des Gazaouis hors de la bande, et selon beaucoup de sondages que nous avons vus, entre 50 et 80% des Gazaouis disent qu'ils veulent partir. Le problème, c'est qu'on ne leur donne pas de voie pour partir. Israël faciliterait cela, mais il faut qu'il y ait un pays prêt à les accueillir. Vous savez, à certains moments, il y a eu des discussions sur la possibilité de les envoyer en Libye. Il y a aussi eu d'autres discussions sur l'envoi de dizaines de milliers, voire plus, en Indonésie. Il y a eu des discussions possibles concernant le Somaliland avec lequel Israël a normalisé ses relations pour accepter certains Gazaouis. Donc, si vous avez une situation où les Gazaouis partiraient, est-ce que Israël prendrait le contrôle de la bande? Bien sûr que oui. Mais en attendant, Israël ne veut pas être responsable de plus d'1 million de Gazaouis qui vivent actuellement sous des tentes dans la bande. Donc, Israël prend le territoire petit à petit, lentement, et cantonne les Gazaouis dans une zone plus restreinte où le Hamas continue de circuler et de terroriser cette population avec des armes. Des groupes comme l'UNRWA ne veulent certainement pas que les Gazaouis partent. Ils veulent les garder là comme des pions contre l'État d'Israël. Nous avons vu cela à maintes reprises. Mais je veux parler de l'ONU maintenant. Israël a annoncé cette semaine qu'il suspendait ses relations avec le bureau du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, après que des entités israéliennes ont été incluses sur une liste noire de l'ONU concernant la violence sexuelle dans les zones de conflit. On ne peut pas inventer ça, Alex. C'est incroyable qu'Israël soit mis dans la même catégorie que Daesh, le Hamas et les organisations terroristes les plus barbares du monde en ce qui concerne la violence sexuelle. L'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, Dani Danon, a déclaré que la mission israélienne n'aurait plus aucun contact avec le bureau du secrétaire général tant qu'Antonio Guterres resterait en poste. Dani Danon a déclaré que c'est une honte morale qui prouve que le chef de l'ONU a perdu toute crédibilité. Ce que nous venons de voir, c'était il y a moins de 2 semaines, lorsque Nick Christophe a publié son article dans le New York Times affirmant qu'Israël commettait des abus sexuels contre des prisonniers palestiniens. Vous utilisez 14 sources dont certaines ne sont pas confirmées et d'autres sont connues pour leur haine envers Israël. Et cet article est sorti juste au moment où Israël publiait un rapport majeur préparé pendant plus d'1 an en utilisant plus d'1 millier de sources pour détailler et documenter les abus sexuels systémiques subis par les Israéliens le 7 octobre et contre les otages. Alors, ils font simplement une inversion et ils volent le titre. Bien sûr. Et ici, vous avez l'ONU qui fait quelque chose de similaire en mettant Israël sur la liste noire avec ses organisations terroristes, en disant qu'Israël est un auteur d'abus sexuels contre les Palestiniens. Et vous savez, ce qui est tellement ironique ici, c'est qu'il y a plusieurs années, et vous pouvez vérifier cela, il y a eu un rapport qui accusait en fait les FDI d'être une armée raciste parce que l'armée ne violait pas. Les FDI n'ont pas violé de femmes palestiniennes, n'est-ce pas? C'est donc perçu comme raciste. D'un côté, on vous accuse de viol alors que ce n'est pas le cas. Quand ils voient que vous ne le faites pas, ils disent que c'est parce que c'était raciste. Maintenant, ce geste de Danon est vraiment symbolique parce que nous sommes maintenant, en gros, au début du mois de juin 2026 et Guterres en est à son 2e mandat consécutif de 5 ans en tant que secrétaire général des Nations Unies. Et il va quitter son poste à la fin du mois de décembre. Il y aura un nouveau secrétaire général des Nations Unies. Et Dani Danon, dans son annonce, a déclaré « Vous savez, nous suspendons tout contact avec le bureau de Guterres, mais il rétablirait une forme de relation avec un nouveau secrétaire général lorsqu'un nouveau sera nommé. »
Et bien sûr, Israël espère en obtenir un meilleur. Je ne veux pas dire que vous allez avoir un secrétaire général pro-Israël, mais vous savez, dans ce genre de situation, il y en a qui sont pires, et puis il y en a qui sont plus raisonnables, avec qui vous savez que vous pouvez travailler, avec qui vous pouvez discuter. Apparemment, Danon pense qu'à ce stade, Guterres est quelqu'un avec qui on ne peut même plus discuter. Mais je pense que cela soulève une question encore plus importante. Vous savez, qu'est-ce qu'Israël fait encore aux Nations Unies? Sérieusement. C'est un organisme qui semble avoir été créé spécifiquement dans le but de délégitimer Israël sur la scène internationale. Il est clair que le mandat de l'ONU, qui est venu après l'horrible Seconde Guerre mondiale, après l'échec de la Société des Nations à empêcher cette Seconde Guerre mondiale, n'a rien fait pour restaurer la crédibilité dans le monde. Vous avez toutes ces guerres, vous savez, qui se déroulent partout dans le monde, qui font rage sous la surveillance de l'ONU, et c'est un organisme qui censure Israël plus que n'importe quel autre pays au monde, mais aussi plus que tous les autres pays du monde réunis. Je veux dire, vous pouvez critiquer le gouvernement israélien ou l'État d'Israël autant que vous voulez, mais promenez-vous simplement ici. J'invite n'importe qui à se promener ici et à dire à la personne à qui vous parlez que cet endroit est pire que l'Iran, pire que le Soudan. Ces pays siègent dans les comités des droits de l'homme et des femmes. L'Iran, par exemple, est dans un comité. Vous savez, ces pays sont placés dans les comités de non-prolifération nucléaire. Vous savez, ces pays violent les droits de l'homme de toutes les façons possibles. Et ici, l'ONU dit qu'Israël est le pire pays du monde entier. Je veux dire, allez, soyez sérieux. C'est ridicule. C'est une grande blague, mais je veux rester sur New York, Alex, parce qu'au moment où les gens regarderont ceci, ce sera probablement déjà passé. Mais aujourd'hui, c'est le défilé du Salute to Israel Day à Manhattan, où des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de New-Yorkais et de partisans pro-Israël défilent dans New York pour montrer leur soutien à l'État d'Israël. Pour la première fois depuis des années, le maire de New York, je crois que c'est la toute première fois. Pour la toute première fois, le maire de New York n'y sera pas. Zoran Mamdani boycotte, on peut dire, boycotte l'événement, déclarant publiquement qu'il n'assistera pas au défilé de cette année. En même temps, Jessica Tisch, la commissaire du NYPD, a déclaré qu'elle assisterait effectivement à l'événement. Regardons cet extrait. Avez-vous des inquiétudes concernant l'absence du maire ? Non, le maire a choisi de ne pas défiler, moi j'ai décidé de défiler fièrement. Alors, Alex, c'est peut-être le plus grand événement pro-Israël organisé chaque année en dehors du pays. Je sais que quand j'étais à l'université, j'ai défilé avec fierté à la parade de la Journée d'Israël, la parade Salut à Israël, et cela se tient à nouveau aujourd'hui. Mais le maire de New York ne fera pas d'apparition. C'est incroyable qu'on en soit arrivé au point où le maire de New York, la ville qui compte le plus de Juifs au monde en dehors d'Israël, ne soit pas présent. Tu parles de Brooklyn et de Manhattan. Et tu as aussi des gens qui viennent du New Jersey et d'ailleurs en dehors de la ville, dans la région métropolitaine des 3 États, où il y a probablement plus de 2 millions de Juifs concentrés dans cette zone. C'est l'événement numéro 1, comme tu l'as dit. Tu sais, j'ai assisté à ce défilé de nombreuses fois. J'ai fait des directs depuis ce défilé et lors du concert à Central Park qui avait lieu juste après ce défilé à de multiples occasions. Et c'était vraiment un événement très important pour la communauté juive afin de se rassembler et de montrer sa solidarité avec l'État d'Israël. Mais arriver aujourd'hui à un point où vous avez un maire dans cette ville qui a la plus grande concentration de juifs au monde, qui dit qu'il ne veut même pas participer à la parade de la Journée d'Israël, vous savez, c'est un message fort. Et en même temps, il y a cette tension au sein même de l'administration du maire, parce que le chef de la police, le commissaire de la police du NYPD, Jessica Tisch, qui est la fille de James Tisch, qui était un ancien président des fédérations juives de New York, et même, je crois, au niveau national aux États-Unis, vous savez, elle vient à une conférence de presse, debout juste à côté de Mamdani, portant un collier avec une étoile de David en disant qu'elle défilera fièrement. Mais en plus de défiler fièrement, ce qui est très bien, vous savez, c'est important en soi qu'ils mettent en place cette année
l'un des dispositifs de sécurité les plus sophistiqués autour de ce défilé qui, franchement, pourrait devenir une grande cible. Je pense que cette année, il y aura beaucoup plus de manifestations autour de ce défilé. Ce n'est pas seulement le maire qui dit qu'il ne défilera pas, mais plutôt que, comme nous l'avons vu sur les campus universitaires à Columbia et ailleurs, il pourrait y avoir beaucoup d'agitateurs pro-palestiniens, pro-Hamas le long du parcours du défilé. Et j'espère que ce défilé se déroulera sans accroc, sans incident majeur, incident de sécurité. Mais avec cette tendance croissante à l'antisémitisme, qu'il soit non violent ou violent, vous savez, on espère vraiment que tous ceux qui viennent à ce défilé aujourd'hui resteront en sécurité. C'est donc le plus grand événement pro-Israël en dehors de l'État d'Israël. Maintenant, parlons sans doute du plus grand événement pro-Israël en Israël. Et cela, bien sûr, c'est le sommet international sur la politique du JNS qui aura lieu dans seulement quelques semaines, du 21 au 23 juin, ici à Jérusalem, capitale éternelle d'Israël et du peuple juif. De nombreux événements entourent la conférence, visite, Shabbat, conférence. Parlons-en quelques minutes. Oui. Eh bien, en fait, la conférence est en train de devenir l'un des événements pro-Israël les plus importants et un événement de solidarité entre Israël et les États-Unis, ainsi qu'avec les soutiens d'Israël à travers le monde. C'est incroyable. Dès la deuxième année, la conférence suscite déjà beaucoup d'intérêt. Initialement prévue en avril, elle a été reportée à cause de la guerre. Nous sommes presque complets, mais il reste quelques billets. Les gens peuvent aller sur jnsummit.org où vous pouvez trouver le lien sur jns.org. Vous le verrez là-bas aussi. Mais un incroyable éventail de responsables politiques israéliens, y compris le président Isaac Herzog, le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar, plusieurs autres ministres, dont le ministre Shikli des Affaires de la Diaspora, la ministre Gamliel de la Science et de la Technologie, et plusieurs autres, le ministre Eli Cohen, je crois, chargé du portefeuille de l'énergie, ainsi que Avi Dichter, qui est le ministre de l'Agriculture. Et il y aura aussi de nombreux ambassadeurs, y compris, espérons-le, l'ambassadeur en Israël Mike Huckabee. Plusieurs membres de l'administration américaine, nous l'espérons, seront présents, y compris ceux qui sont vraiment responsables de la lutte contre la montée de l'antisémitisme aux États-Unis. Y compris l'envoyé spécial du président pour combattre l'antisémitisme, Yehuda Kaplan, peut-être d'autres membres de cette administration venant du département de la justice, notamment Armit Dillon, Léo Terrell et d'autres. D'autres invités ou diplomates venus d'autres pays pourraient être présents. Alex Raymond sera présent. Je serai ici. Jonathan Tobin, notre rédacteur en chef, sera ici et moi j'y serai. Vous serez ici. De plus, une ancienne star ici à JNS qui a été récemment nommée conseiller aux affaires internationales du Premier ministre. Et de plus, son nom a été évoqué comme candidate potentielle pour devenir consul général à New York. Caroline Glick sera présente et fera d'autres remarques. Mélanie Phillips également. Et il y aura aussi des membres du Parlement, y compris des hauts responsables gouvernementaux de pays européens, ainsi que certains membres des pays du Golfe qui seront présents. Donc, un véritable éventail de politiciens, de diplomates, de membres du Parlement, en plus de toutes sortes d'experts juridiques qui aident à défendre Israël dans les différents forums juridiques à travers le monde, ceux qui combattent l'antisémitisme, de nombreux journalistes, ainsi que de nombreux influenceurs sur les réseaux sociaux. Plus de 200 intervenants seront présents durant 2 jours et demi. Et nous espérons que parmi ces intervenants se trouvera le Premier ministre qui avait prononcé un discours lors du premier sommet JNS l'année dernière. Le Premier ministre a été invité à y assister. Bien sûr, nous avons constaté que le Premier ministre doit gérer de nombreuses affaires urgentes de l'État. Nous espérons donc qu'il sera présent. Mais nous le saurons le moment venu, peut-être même à la dernière minute, s'il sera présent. Nous espérons qu'il viendra et nous espérons que tout le monde se joindra à nous également. Donnez-nous à nouveau le lien pour s'inscrire. Vous pouvez aller sur jnsummit.org. De plus, vous pouvez trouver le lien sur jns.org. Nous attendons avec impatience le 2e sommet annuel de politique internationale, un événement à ne pas manquer. C'est tout pour cette édition de Jérusalem Minute. Ici sur JNS TV, Josh Ashton, correspondant JNS News, avec Alex Payman, PDG de JNS. Merci de nous rejoindre. Offrez-nous un super merci. Abonnez-vous à la chaîne. Rendez-vous sur JNS TV pour du contenu incroyable et sur jnss.org pour les dernières infos sur Israël, le Moyen-Orient et le monde juif. Excellente semaine. Rendez-vous la semaine prochaine sur Jérusalem Minute, JNS TV.